Bonjour à tous, je suis Thomas Spitz et je suis ravi de vous accueillir à table, le podcast où l'on savoure le parcours d'invités inspirants autour d'un bon repas. Sans plus tarder, passons à table. Hello Daniel. Salut, tu vas Thomas, bien? enchanté, ça va? Enchanté, trop forme. content de t'avoir parmi nous. Donc là on est chez Dadou, c'est une cuisine méditerranéenne dans le 11e. Aujourd'hui c'est un peu spécial parce qu'ils sont en train de faire les testings, donc on a le restaurant pour nous et on va pouvoir tester quelques plats. Écoute, pour commencer, du coup, j'ai commencé le tour de table. On se connaît un peu, Thomas, entrepreneur dans l'IA, et du coup, je voulais discuter avec toi pour en savoir plus un peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour commencer en quelques mots? Ouais, carrément. Bah, écoute, merci pour l'invite, c'est cool. Du coup, Daniel, moi, je suis le fondateur d'une agence de communication qui s'appelle Urcomics, qui a racheté une société il y a un peu plus d'un an, un SaaS qui s'appelle Danim. Donc c'est un peu hasard, moi je m'appelle Danim et le SaaS s'appelle Danim et ça s'appelait déjà comme ça. Donc je suis pas mégalo, c'est bien que tu le précises. Alors on s'est pas dit que tu étais mégalo, mais on s'est tout de suite dit qu'en fait c'était un projet qui te tenait à cœur, tu avais mis ton identité. En fait c'est juste c'est un hasard. C'est vraiment un hasard puisque c'est une boîte qu'on a rachetée et il se trouve que c'est une contraction de data et animation qui fait Danim. Mais qui est très proche de mon prénom mais qui n'a rien à voir du coup. Et du coup voilà, et donc j'ai pris la direction depuis le rachat donc de Danim. Donc aujourd'hui on a un groupe avec deux sociétés, une partie agence et une partie SaaS, avec une cinquantaine de personnes au total. Et l'agence du coup elle est sur quel métier, vous faites quoi? Alors ce que fait Urcomics exactement, c'est de la décomplexification visuelle. Donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on prend des messages complexes et on en fait des supports graphiques ludiques et accessibles. Principalement avec la vidéo. Ouais, par exemple, on va travailler principalement pour des grands groupes pour expliquer en vidéo des processus de production. Ou par exemple, on va faire des bandes dessinées pour parler d'une maladie rare, expliquer les enjeux, voilà, comment justement cette maladie se matérialise, ce qu'il faut faire pour pouvoir la vivre au mieux possible. Enfin voilà, toujours dans une optique finalement de messages complexes ou touchy. Et on va créer des supports graphiques pour les rendre les plus ludiques, les plus accessibles possibles. Ça marche. Et donc du coup, tu disais que vous êtes déjà 25 dans l'agence et 25 dans le SaaS que vous avez racheté, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un peu plus de 25 dans l'agence et en effet le SaaS on l'a racheté il y a un an. Au moment du rachat ils sont 5 et aujourd'hui on est pareil un peu plus de 25. Ok. Tu disais il y a un an l'achat? Ouais, c'était il y a 14-15 mois, c'est assez récent. Et là vous êtes déjà 25 du coup. Ouais, on a pas mal moins d'un bombardé. an, vous avez fait x5 quoi. Ouais, exactement. Incroyable. Ouais, on a bien bombardé. Après moi c'est ma deuxième expérience. Donc c'est vrai que je l'ai appréhendé avec un peu plus d'ambition et de vitesse que la première. Donc le but c'est d'aller vite quoi. C'est marrant parce que nous on se voit parce que on a reçu Dorian il y a quelques semaines et il nous a recommandé de te voir, donc voilà, on est trop content de t'avoir. Mais ça me fait penser à son expérience quand tu me parles de deuxième expérience, d'aller plus vite parce que lui il nous parlait de Zelic, sa deuxième boîte avec des ambitions géniales, hyper hautes. Carrément. Et toi du coup comment t'abordes la deuxième et c'est quoi la différence avec la première? Ouais, il y a une grosse différence, je pense. Déjà, en fait, la première, le truc, c'est que tu te lances dans un projet et tu mets quand même du temps à comprendre les trucs de base, tu vois, typiquement le recrutement, la structuration, la compta. Enfin, il y a un tas de choses que tu mets 1 an, 2 ans, 3 ans à bien comprendre. Et ça, quand tu arrives à la deuxième boîte, c'est des choses que tu refais pas en fait. Et tu sais tout de suite comment ça marche. Bien sûr. Tu as beaucoup moins peur de prendre des risques. Également, en tout cas dans notre cas, tu as quand même un peu plus d'argent, un peu plus de fonds. Donc du coup la vitesse elle est vraiment différente et tu gagnes. Enfin, les 2-3 premières années déjà tu les balayes quoi. Tu attaques direct dans le dur quoi. Et qu'est-ce qui fait quand tu arrives du coup à ce stade où tu peux racheter une agence que tu réinvestisses sur ou une agence ou une boîte, que tu réinvestisses sur une autre entreprise plutôt que de te dire en fait je vais scale la mienne pour aller encore plus loin. Qu'est-ce qui fait que tu vas vers l'un ou vers l'autre? Carrément. Écoute, c'est une bonne question. Nous, en fait, on a monté Urcomics. Voilà, un peu plus de 25 personnes. On est monté d'année en année. Et au bout d'un moment, la boîte fait un peu plus de 3 millions de chiffre d'affaires. Donc la boîte est cool. Mais on sent que c'est dur de scale. Donc sur ce type de boîte, donc c'est une agence.
c'est dur de trouver c'est assez une niche, donc c'est dur de trouver de nouveaux clients, c'est dur de trouver de nouvelles équipes parce que c'est des ingénieurs pédagogiques qui gèrent les projets, donc des profils assez spécifiques. C'est dur de trouver des nouveaux talents parce qu'on fait de l'illustration, de la bande dessinée, etc. Donc tout est assez dur à scale. Et c'est le type de boîte où tu es en agence, où finalement tu fais 3 millions, tu es 25, tu fais 6 millions, tu es 50. Ou quasi 50. Donc tu as quand même assez peu d'économie sur le passage à l'échelle. Et donc en effet on se dit tiens, ça serait bien de trouver un autre business, de faire de la croissance externe puisqu'on a la possibilité, les moyens de le faire, et trouver un autre business qui va nous permettre d'aller beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. Et donc en fait on prend finalement cette ambition là parce qu'on sent que notre business il est très bien, il est sain, mais que tu peux pas accélérer aussi vite que ce qu'on aimerait faire, quoi. Ouais, c'est vraiment le dilemme de l'agence et du SaaS, qui sont un peu les deux gros modèles. Toi, tu as commencé par l'agence. Carrément. Et là, tu t'es dit, c'est trop compliqué de scale, je tente le SaaS. Carrément. Tu peux définir un peu le SaaS pour ceux qui nous écoutent? Ouais, le SaaS, en fait, c'est des logiciels en ligne. Donc, c'est des logiciels, mais qu'on utilise comme un service en ligne, où on n'a pas besoin d'installer finalement d'application directement sur notre desktop. Et c'est des logiciels où généralement on va payer un abonnement pour y avoir accès. Et donc ce qui va être dur dans un SaaS, c'est de construire un produit hyper bien et après d'avoir une bonne traction commerciale, sales et marketing, un département sales et marketing performant. Mais une fois que tu as ça, finalement, j'ai envie de dire que tes 1000 clients, 10 000 clients ou 100 000 clients, tu peux avoir à peu près la même team, quoi, dans l'idée. Donc il y a un gros setup au début de logiciel et puis après c'est des abonnements. Et les gens vont finalement payer des abonnements pour avoir accès à ton outil. Quand tu es une agence, de ce que j'ai vu de mon expérience en agence aussi, en fait, tu gères beaucoup de cas particuliers et de sur-mesure. Et c'est un peu presque là où tu vas apporter de la valeur parce que tu as le meilleur service et tu as vraiment une approche sur mesure pour tes clients. Quand tu es en SaaS, du coup, tu n'as plus du tout ce côté sur mesure. Comment tu fais pour apporter de la valeur à tout le monde de la même manière sans ce côté sur mesure? Ouais, complètement. C'est vrai que tu vois, moi j'ai deux expériences. C'est dans la partie Your Comics, donc dans la partie agence, on est sur du 100% sur mesure, sur des trucs qui sont assez coûteux, principalement pour les grands groupes, où on est entre le design et le conseil. Donc on est vraiment, dans du full sur mesure. On n'utilise même pas de banque d'images. En fait, c'est vraiment un truc. Sur la partie d'anime, donc la partie SaaS, là en effet tu es obligé d'avoir un produit qui répond au plus grand nombre. Nous, on a fait le choix de verticaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on attaque les agents immobiliers, on va pouvoir en parler, et demain le but ça sera d'ouvrir d'autres verticales. Et le fait d'avoir verticalisé, ça nous permet quand même d'avoir des besoins communs auprès de notre verticale, qui ont un peu tous les mêmes enjeux, et du coup de proposer un service qui répond le plus à cette verticale-là. Donc, je pense qu'il y a un sujet, et j'ai l'impression que les SaaS qui performent de plus en plus sont les SaaS qui sont verticalisés parce que justement on est entre l'outil un peu mass market et l'outil où je réponds quand même à un besoin hyper précis, quoi. Ouais, c'est ta façon un peu d'aborder le sur-mesure. Les gars, ouais, complètement. Merci. Sur cette table a été fait, petit cigare de feta. Magnifique. Merci. Et juste là, tartare de thon avec une crème à cajou. Eh bien, magnifique. On est gâtés. Merci. Bon, bah écoute, voilà, bienvenue à table. Régalons-nous. Écoute, on va commencer à déguster ça. Moi, j'y vais avec les mains un peu comme un peu à l'arrache, tu vois. On va faire pareil. Ça comme ça. Ouais. Et bon, et du coup, on est quand même en train de déj. Toi, niveau bouffe, t'es plutôt viandard, plutôt végé. C'est quoi un peu ta bouffe préférée? Écoute, je dirais plutôt viandard, mais quand même, j'essaye de réduire ma consommation. J'essaye d'être, de plus en plus, faire attention à pas avoir d'excès. Je pense qu'on en consomme quand même beaucoup trop et qu'on n'a pas besoin d'en consommer autant. Donc, je comprends. Donc je suis en train de changer un peu mes habitudes. Moi, c'est culturel. Moi, je me souviens quand j'avais arrêté un mois. Là, j'ai réduit, mais j'avais arrêté. J'étais rentré chez mes parents et j'ai arrêté la viande. Ils me disaient ok, pas de souci, hein. Mais bon, les lardons, ça va, c'est de la viande. Je dis non. Et le saucisson, c'est de la viande. Ouais. Et le poulet non plus, c'est pas de la viande. En fait, culturellement, c'est. Ouais. Mais c'est assez dur pour les anciennes générations de se rendre compte de ça parce qu'ils n'ont pas grandi dans un monde où c'était un sujet, en fait. Exactement. Au contraire, en fait, c'était poussé à fond. Ouais. Donc, ouais, carrément. Ok, donc un peu
consommation raisonnée. Bon, tu sais, nous, du coup, on t'a fait venir pour passer à table. Est-ce que tu es prêt à te faire cuisiner, à lâcher le morceau un peu sur comment gérer une agence, comment scale une agence et un SaaS? T'es prêt? Allez, je vais vous dire tout ce que je sais. Toi, tu as commencé juste après tes études. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Ouais, c'est vrai que, pour être franc avec toi, j'ai jamais travaillé. Enfin, t'as jamais travaillé dans une boîte, parce que l'entrepreneuriat, c'est... Ouais, par contre, là, j'ai bossé. Jamais bossé dans une boîte de ma vie. Je pense que à la fois, c'est pas facile parce que tu sais pas trop comment structurer ton truc, mais à la fois, c'est une force parce que tu pars d'une page blanche et t'as pas de préjugés sur certaines structures. C'est plus facile de déconstruire un modèle quand tu l'as pas en fait, ce modèle, parce que tu pars de zéro. Je viens d'un milieu assez entrepreneur en fait, mais voilà, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père est entrepreneur, mes frères sont entrepreneurs. Et ça a été. Ils entreprennent dans quoi? J'ai mon frère qui a une société qui est un peu qui s'appelle iFlow, le grand, qui est une société qui est un peu le FedEx du véhicule. Une belle boîte, ils sont 70, 80. Une belle réussite, il a 2 ans de plus. Et il y a le petit là qui vient de se lancer. Voilà, il commence tout juste. Génial. Ouais, ça doit être inspirant d'avoir un grand frère, un papa qui sont là-dedans et ils t'aident un petit peu? Ouais, carrément. Écoute, il y a des échanges en permanence. Après, c'est des business très différents, donc tu vois, c'est quand même bien différent. Mais en effet, ouais, il y a des échanges en permanence sur plein de sujets. Donc, et ça permet de prendre pas mal de recul des fois. Donc, ouais, carrément. Ils sont drôles, les repas de famille. Ouais. Et t'as la maman derrière qui en peut plus d'entendre parler d'entrepreneuriat à côté là, ou ça va, elle est aussi un peu dans le truc? Ouais, ça va, elle est vraiment cool pour le coup, ma mère, donc ça va, elle nous embête pas trop, mais en effet, je pense qu'elle commence à en avoir un peu marre quand même. Et elle comprend ce que vous faites? Parce que je te parle de ça parce que moi, par exemple, qui suis plutôt dans la partie data, ma mère, elle a jamais rien compris à ce que je faisais, et je pense que ce sera toujours la même chose. Là, 3 entrepreneurs, des choses différentes. En plus, toi, tu es quand même sur un milieu un peu SaaS. Pour des parents, ça peut être compliqué. Toi, elle a 3 entrepreneurs dans la famille. Elle arrive un peu à comprendre ce que vous faites? Ouais, écoute, ils s'intéressent quand même pas mal, donc ils regardent. Après, je pense que, tu vois, ils voient un peu les grandes lignes, mais je pense qu'ils comprennent pas les détails, tu vois, les détails autour du SaaS et les trucs et tout. Je pense que c'est trop loin de leur monde. Ouais, j'imagine. Mais par contre, ouais, ils aiment bien suivre un peu l'aventure, ils demandent un peu où on en est, ils essayent de suivre un peu, mais c'est vrai qu'on peut. C'est tellement un milieu spécifique, c'est tellement nouveau aussi, que c'est dur de rentrer dans des sujets deep avec une génération qui a tu vois, mon père, il a toujours travaillé dans des business assez old school, genre des usines, de l'import-export. Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, ça lui paraît un peu loin, quoi, tu vois, tout ça. Ouais, tu m'étonnes. Et alors, tu peux un petit peu plus nous parler de Danim? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous en êtes où? Écoute, donc du coup, moi, je crée Urcomix avec mon associé Cheyenne en 2014. On monte la boîte à 3 millions de chiffre d'affaires, avec une boîte hyper saine, rentable, tout se passe bien. En combien de temps? En 8 ans en gros, donc belle boîte, une trentaine de personnes, hyper bonne santé financière, enfin tout roule. Et du coup on commence à se dire, tiens, comment on fait pour passer le step d'après, vu qu'on sent aussi que sur cette boîte on peut pas avoir une scalabilité de dingue. Donc on se dit, tiens, on va commencer à regarder la croissance externe. Et à ce moment-là, on regarde un peu, on commence à regarder un peu le marché, on regarde un peu les boîtes à vendre, ce qui se passe, et on est contacté par une boîte qui s'appelle Danim. Vous êtes contacté en proactif? Ils nous contactent, ils nous disent salut, nous c'est Danim, on est 4 devs à Chambéry et on a créé un super outil, mais l'outil est prêt, mais on l'a pas encore mis sur le marché parce qu'on n'a pas vraiment de compétences commerciales, et donc en fait on contacte Urcomix pour que vous deveniez notre partenaire pour revendre la solution Danim à vos clients. Et donc ils nous contactent dans une optique de partenariat. Et nous, quand on reçoit ça, on leur dit ce qui nous intéresse, ça peut même nous intéresser d'aller plus loin et potentiellement vous racheter. Et du coup, l'aventure s'est faite comme ça. Et donc Urcomix a racheté 70% des parts de Danim et a laissé 30%
aux fondateurs historiques qui te partagent la société, donc Rémi, Lilian, Adrien et Kevin, qui se partagent les 30%, donc ils sont toujours entrepreneurs avec nous et qui étaient les fondateurs initiaux de la solution. Et tu disais, vous avez commencé à regarder, à regarder le marché. Comment est-ce qu'on regarde le marché? Comment il y a les pages jaunes des entreprises à vendre? Où est-ce qu'on se renseigne? Ouais, écoute, il y a des sites qui existent, qui sont spécialisés dans l'achat de structures small cap, donc, ou même vraiment des toutes petites boîtes. Il y a aussi la possibilité de faire appel à des banques d'affaires, mais en général c'est pour des tickets de boîtes qui vont être un peu plus élevés. Ouais. Ils vont pas prendre des dossiers si petits. Donc souvent quand même ce marché de vente de boîtes assez petites, ça se fait soit sur des sites spécialisés genre Alvo Market, etc. D'ailleurs je passe le bonjour à Mathieu Stéphanie au passage. Ouais, on lui passe le bonjour. Mathieu, je l'ai croisé à un salon avant qu'on commence et il avait bien aimé le concept. Il nous avait dit faites-en une dizaine et puis je passerai. Donc voilà, on l'embrasse et on n'a pas oublié. Ouais, on l'embrasse. Mais écoute, ouais, je connais Mathieu depuis 5-6 ans je pense maintenant. Ok. Et il se trouve que maintenant on se croise dans un club d'entrepreneurs qui s'appelle le Bootstrap Club. Ah ouais, génial. Où il est également là. Et donc voilà, donc il y a des sites comme ça. Et après il y a aussi beaucoup de réseaux, contacts, voilà, tu connais souvent les concurrents ou ce qui sort sur ton marché. Et donc en fait tu fais une veille qui est nécessaire à la bonne tenue de ton activité. Et cette veille elle te permet aussi de voir aussi les petites boîtes qui peuvent potentiellement se vendre, quoi. C'était quoi les critères de votre recherche? Bah, du coup, c'est vrai que les critères, nous, c'est assez spécifique, mais en fait, on voulait aller chercher, c'est un peu comme tout dans la vie, je pense, tu veux toujours ce que t'as pas. Et nous, on avait la boîte agence qui marche bien, qui est rentable, et on s'est dit, ce qui nous manque, c'est deux choses. Le premier, c'est la scalabilité, donc voilà, la possibilité de faire plus avec moins. Et le deuxième, c'est la récurrence. Donc aujourd'hui on a de la fidélité chez YourComics, c'est-à-dire que 65% de nos clients reviennent d'une année à l'autre, mais c'est pas de la récurrence, c'est de la fidélité. C'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés de revenir. Et t'es pas sûr qu'ils reviennent, ils ne sont pas abonnés. Et c'est assez dur mentalement parce que chaque année tu recommences un peu à zéro, et chaque année tu revas te battre pour aller chercher ton chiffre de l'année dernière. Et donc du coup on s'est dit, c'est quand même éreintant sur le long terme, et donc on s'est dit, ben là si on refait un business, on fait un business scalable, un business où il y a de la récurrence qui nous permet justement d'être un peu plus à l'aise dans le développement de la boîte. C'est intéressant ce que tu dis parce que la scalabilité c'est le propre du SaaS, du logiciel. Par contre c'est vrai que la récurrence c'est pas une réciprocité du SaaS. Tu peux avoir un SaaS qui est pas récurrent. Donc là vous vouliez vraiment chercher le recurring revenue. Ouais, le recurring revenue, ouais, exactement, ça faisait partie de nos critères. Et tu peux nous dire quel est le montant de l'investissement dans Danim? Je sais pas si je peux partager cette donnée, mais c'est juste pour te dire, c'est quand même des montants importants parce que la tech était vraiment bien. Donc on parle quand même en millions d'euros. Ok. Ouais. D'accord, ouais. Donc, la tech était vraiment bien. En millions d'euros et ah ouais, c'est impressionnant. Je m'attendais un peu à moins, mais je me rends pas compte en fait du business. Ouais, ils avaient fait 4 ans de R&D sur des mecs hyper bons, hyper spécialisés. Donc c'est vraiment une tech solide. Donc eux, ils avaient déjà investi 4 ans de travail. Ouais, complètement. Avant d'avoir commencé la commercialisation. Complètement. Ah ouais, donc effectivement. Ils avaient quelques POC avec une dizaine de clients. Ok. Prometteur. Ok. Et eux, ils étaient dans cette optique de... je veux dire, ils développent un logiciel pendant 4 ans. Là, finalement, on se fait racheter. Eux, c'était quelque chose de naturel pour eux. Ça a été des débats. Comment ça s'est passé? Mais en fait, moi, la première question que je leur ai posée quand on a commencé à parler d'un potentiel rachat, c'était est-ce que vous avez encore envie d'être entrepreneur ou est-ce que votre but, c'est juste de lâcher le bébé? Et eux, tous m'ont dit, ben non, en fait, on a encore envie d'être entrepreneur. On a monté un super outil, mais on sent qu'on a du mal à faire la partie commerciale parce que c'est pas notre truc. Et donc, en fait, on n'a pas racheté 100% de la boîte, on a racheté 70% de la boîte pour trouver un deal où justement ça leur permet, nous, de rentrer au capital et eux de rester dans le jeu de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on est vraiment tous ensemble, quoi. Ok. Et donc, c'est un investissement en fonds propres que vous avez fait? Ouais, complètement. Okay. Ouais, donc c'est un engagement de fou, quoi. Ouais, c'est quand même un gros... c'est un gros risque. Toi, t'as une entreprise qui fonctionne, et là, moi, je sais pas si tu avais des centaines de millions, je sais pas, peut-être, mais là, tu prends un gros risque pour réinvestir. Ouais, complètement.
Et qu'est-ce qui vous a poussé du coup à lancer cette seconde aventure là? Tu nous as dit c'est parce que tu voulais faire autre chose, mais qu'est-ce qui vous a poussé de dire ok let's go, on tente d'anime? Moi j'ai vraiment le sentiment, sans être prétentieux, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait en fait. Donc tu vois, j'arrive à un moment sur Urcomics où tout est bien structuré, où on sent que ça peut pas, ça marche hyper bien, mais que tu peux pas passer de 3 à 15 en 2 ans quoi. Et du coup, j'ai quand même une grosse envie à ce moment-là, tu vois, j'ai l'impression d'être freiné en fait, tu vois. Et donc j'ai une grosse envie de foncer et d'aller chercher un truc. Et tu vois, c'est un truc bizarre, mais quand je parle avec mon board au moment du rachat, et donc on dit voilà, la valo c'est tant. C'est quand même cher comme valo, on pourrait baisser de 20%, on pourrait augmenter et tout. Et mon board, ils me disent oui, bon, si tu veux, on peut en parler, on peut baisser, on peut négocier. Mais quelque part, c'est presque pas le sujet. Parce qu'en fait, cette boîte que tu l'achètes, 1, 2, 3 trucs, de toute façon, le but c'est d'en faire une boîte à 100. Donc si tu veux, quand tu as ça dans la tête, ce qui est important, c'est de faire le deal et que tout le monde se sente bien dans le deal. Et que tout le monde embarque. Tu vois, et c'est pas grave, de toute façon, avec l'histoire que tu as envie de construire, ça changera pas grand chose que tu l'aies acheté 1.5 ou 1.8 ou 2.3, tu vois, on s'en fout en fait. Ouais, t'as des grosses ambitions. Complètement. Bah, je fais pas cette boîte pour faire un petit truc. Non, mais c'est hyper inspirant parce que tu vois, quand tu débutes, t'es jeune entrepreneur. Quand les gens parlent en millions, tu vois, c'est un gros chiffre. Et en fait, c'est super beau ou intéressant de voir qu'en fait, tu peux voir beaucoup plus loin. Et en fait, si tu as la vision long terme, en fait, c'est pas le problème, tu vois. Carrément. Tu sais, c'est juste un chiffre. Et après, au-delà de l'argent, bon, on le quantifie parce que le business, ça se quantifie avec l'argent. Mais au-delà de l'argent, c'est aussi... c'est comme un jeu, hein, finalement, c'est le défi, donc tu as toujours envie d'aller plus loin, d'être... Totalement d'accord. Dans un monde capitaliste, l'argent c'est ton KPI de succès. Donc pour réussir le jeu, il faut que tu aies de l'argent. C'est ça, exactement. Tu peux faire des associations et c'est très bien aussi, mais dans ce monde-là, c'est plus que juste de l'argent, c'est le KPI, quoi. Donc, c'est ça, exactement. Du coup, voilà, comme c'est le KPI commun un peu de tout le monde, on parle souvent en argent, en chiffre d'affaires, en revenus, etc. Mais le vrai KPI que moi je vais regarder, c'est l'aventure, qu'est-ce qu'on construit, tu vois, la force du modèle, quoi. Ok. Et alors avant de rentrer sur un peu comment est-ce que vous voulez atteindre cet objectif de 100 millions, du coup c'est un peu votre objectif. Vous l'avez un peu posé Ouais. Ok, trop bien. Et comment vous faites sur le premier business? Parce que vous étiez 2, il y en a un qui reste sur le premier, vous avez investi tous les 2 de façon pareille, comment ça fonctionne? Ce qui se passe en fait, c'est qu'on est à 50-50. Alors la petite chance aussi qu'on a, c'est qu'on a tout fait en bootstrap, c'est-à-dire qu'on n'a jamais levé de fonds. Donc on est que nous au capital, quoi. Et donc, juste parce que on espère plein de gens différents et de plein de niveaux de connaissances différents de la start-up qui nous écoutent. Est-ce que parfois je vais te demander de définir quelques termes comme ça? Est-ce que tu peux définir le mot bootstrap? Bootstrapper, ça veut dire créer un business avec rien, c'est-à-dire sans mise de fonds extérieurs. C'est-à-dire où toi et tes associés possèdent 100% du capital. Et juste si je peux rajouter aussi, tu disais que tu as fait une agence, là vous faites un SaaS, et souvent j'imagine que c'est plus facile de bootstrap une agence, parce qu'en fait c'est du conseil, c'est de l'humain, tu n'as pas besoin d'acheter comme là ça a été le cas. Souvent les agences elles sont bootstrappées. Ouais, carrément. Je t'avoue que c'est beaucoup plus simple une agence, c'est un modèle qui va beaucoup mieux sur le bootstrap, alors que le SaaS il faut construire, il y a beaucoup de tech, de dev qui coûte cher à construire un produit alors que tu n'as pas encore commencé à vendre. Donc c'est vrai que nous, en tout cas, l'avantage c'est de l'avoir fait en deuxième expérience. On a quand même un peu de fonds pour investir dans cette boîte et lancer la machine, et c'est ce qu'on a fait, quoi. Et justement, est-ce que tu conseillerais à des jeunes entrepreneurs pour la première expérience de commencer par un SaaS? Est-ce que tu penses que c'est jouable, tu vois, de ton expérience à toi, comment tu vois un peu la chose? Ouais, je pense que c'est tout à fait jouable. Je pense qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de règle. Je pense que la mode maintenant, ça a un peu changé par rapport aux dernières années. Et le but, ça va être d'aller chercher assez vite de la rentabilité. Donc pas de faire un SaaS juste pour faire un SaaS et de lever des millions pour tenter de faire quelque chose d'exceptionnel dans un faible pourcentage de chance, mais plutôt de se dire, voilà, je fais un SaaS, je vais maîtriser mes coûts et je vais aller chercher de la rentabilité assez vite. Et j'ai pas besoin d'une grosse équipe, et à chaque fois que je vais atteindre la rentabilité, je vais continuer à embaucher et à avancer. Donc ça va prendre un peu plus de temps, mais je vais construire quelque chose de beaucoup plus sain et je vais être sûr de maîtriser la valeur de mon produit, quoi.
Donc voilà, donc après il y a un mix des deux qui est à faire, je pense. Nous c'est ce qu'on compte faire, c'est quand même bootstrapper au maximum et à un moment s'il y a un besoin d'accélération, je pense par exemple à l'internationalisation qui demande quand même une partie de cash, là on va voilà, certainement s'entourer pour accélérer. Mais ça sera pas pour construire les premiers étages. Moi ce que je veux faire c'est construire 5 étages, nickel, et après de dire d'aller voir un fonds ou des investisseurs et de dire voilà j'en ai construit 5 nickel tout de suite. Et maintenant, mon but, c'est de passer de 5 à 100. Ouais, ok. Mais il y a beaucoup de boîtes qui passent de 0 à 5 en le vend, mais du coup, tu construis un truc qui n'est pas forcément hyper stable. Ouais. Parce que tu l'as fait avec plus d'argent que tu en avais besoin, donc t'as pas été proche du business et de la rentabilité. En fait. Ouais, tu fais bien d'en parler parce que y a effectivement une sorte de changement un peu dans la mythologie de l'entrepreneuriat où avant c'était le monde des licornes qui levaient beaucoup et maintenant il y a le monde des centaures. Et Centaure c'est plutôt une entreprise qui va réussir à faire, je crois, c'est 100 millions de recurring revenus annuels. Donc on change d'animal spirituel. C'est maintenant il faut des entreprises qui sont plus véloces, plus performantes rapidement, quoi. Ouais, en fait il y a eu trop de boîtes, il y a eu une bulle en fait où tout le monde levait parce que c'était facile de lever, c'était le début un peu du SaaS qui cartonnait, donc tu as beaucoup de boîtes qui ont levé et qui se sont cassées la gueule parce qu'elles sont jamais allées chercher la rentabilité. En fait le modèle il était basé sur une équation qui marche pas. Et du coup, tout le monde est revenu un peu en arrière et disant bah, tiens, on va être sûr que les boîtes, l'équation elle fonctionne. Donc c'est une boîte qui peut aller chercher de la rentabilité et là on appuiera sur le bouton. Donc c'est beaucoup plus dur maintenant de lever parce que justement le pragmatisme a un peu changé, quoi. Ok. Donc vous, plutôt bootstrap, agence, et ensuite vous vous êtes rendu compte de la limite du modèle, c'est-à-dire la scalabilité et l'incertitude du revenu. C'est ça. Et donc vous passez au SaaS avec un gros investissement sur un sujet qui est un peu nouveau du coup pour vous, ou c'est lié à votre précédent business? Alors du coup Danim c'est une solution qui permet de faire des vidéos sans compétences techniques à partir de templates. Et YourComics c'est une agence qui fait de la décomplexification visuelle avec comme principal support la vidéo. Donc en fait la vidéo c'est quelque chose qu'on connaît bien. 80% des projets qu'on fait, c'est des projets de vidéo, et on fait partie, YourComics, des leaders en France du motion design, de la vidéo animée. Donc c'est quand même un sujet qu'on connaît bien. Mais ça reste dans la même Mais ça reste industrie. Dans le même univers, dans la même industrie que je connais déjà très bien. Ouais, génial. C'était hyper bon là. Ouais, vraiment excellent. On enlève les entrées, on passe au plat principal, on met des infos croustillantes. Qu'est-ce que c'est que tu... Qu'est-ce qu'on mange là du coup? Poulpe. Un poulpe incroyable. stacké. J'adore ça en fait. Avec une persillade de panini. Incroyable. Bon, ça te plaît ce petit poulpe? Ouais, franchement, excellent. Hyper bon. Je me régale. Incroyable chez Dadou. Franchement, on enverra l'adresse, on se régale. Franchement, je reviendrai. Et donc, Danim, modèle de SaaS, tu disais, vous cherchez un peu du recurring revenu. Comment ça fonctionne alors? Et c'est quoi un peu le modèle de revenu? Du coup, Danim, c'est un abonnement. Donc, l'utilisateur, il paye un abonnement selon si c'est une... Là on est spécialisé pour les agences immobilières pour l'instant, donc soit c'est un agent indépendant, soit c'est une agence immobilière. Il paye un abonnement entre 49 et 90 euros par mois, et il a accès à ce qu'on appelle une bibliothèque de templates pour créer des vidéos à partir de ces templates. Donc en fait il va faire vraiment lui-même finalement ces vidéos alors qu'il n'a aucune compétence finalement en montage. Et ça va lui permettre de faire des vidéos de super bonne qualité, quoi. Trop bien. Donc finalement le sujet c'est qu'on est vraiment parti du problème en disant voilà, aujourd'hui il y a un tas d'opérationnels qui ont des besoins de communication mais qui n'ont pas les compétences techniques pour en faire. Donc du coup ils n'ont pas trop de solutions, soit ils bidouillent un peu, soit ils sont obligés de mettre du budget pour créer des vidéos, mais ils n'ont pas d'alternative où ils peuvent faire des vidéos de qualité eux-mêmes. Et en fait c'est comme ça qu'on a sorti cette solution. Et donc à la base, vous rachetez un logiciel qui est capable de faire des templates. C'est ça la valeur ajoutée du SaaS? Ouais, c'est vraiment comment finalement nous on crée une vidéo sur un logiciel vidéo et après on la transforme en template en ligne. Donc c'est ça la value, c'est de dire comment cette vidéo je la transforme en template, donc en vidéo facilement modulable, et comment aussi j'en fais une interface en ligne pour que n'importe qui puisse avoir accès et faire ses vidéos. Donc concrètement, c'est moi je suis agent immobilier, je veux faire une vidéo pour présenter mon agence.
moi je vais filmer ou je vais demander à quelqu'un de filmer et ensuite je vais pouvoir dérocher, faire le montage, faire l'étalonnage directement sur ton SaaS. Ouais, typiquement par exemple, je sais pas, tu veux faire une vidéo de recrutement, tu as des templates de recrutement, tu cliques dessus, tu remplis un simple formulaire. Okay. Donc on te dit qu'est-ce que tu recrutes, tu mets le poste, quel type de contrat, tu mets le type de contrat, quelles sont les motivations attendues, tu écris les motivations et après on te dit glisse un film de l'agence ou des photos de l'agence. Là tu glisses un film, tu peux directement le découper, changer la luminosité, etc. Okay. Tu fais valider, tu fais générer et tu as ta vidéo qui se fait tout seul. D'accord. Dans tes couleurs. Donc du coup tu as aussi le texte, c'est ça que tu dis. Toi tu donnes le thème et vous arrivez à créer et mettre le bon texte. Ouais, tout à fait. Et il y a aussi ce qu'on appelle une adaptation automatique des contenus, c'est notre force sur un outil qui est destiné aux opérationnels, c'est-à-dire que si typiquement tu rentres 3 phrases, ta vidéo va faire 10 secondes et ton texte il va être d'une certaine taille. Et si tu rentres 10 phrases, automatiquement la vidéo elle va faire 14 secondes pour te laisser le temps de lire et la typo va s'adapter, la musique va s'adapter. Tout va s'adapter tout seul pour que tu puisses justement avoir un rendu toujours nickel, quoi. Donc en fait l'agent immobilier il n'a pas trop de questions à se poser. Il rentre sur un template, un modèle qui l'intéresse, il remplit le simple formulaire avec du texte, des photos et des vidéos et il récupère son montage nickel, quoi. Ça pourrait intéresser beaucoup de personnes que je connais qui sont sur autre chose que l'IMO, mais tu vois justement qui ont besoin de branding, mais qui n'ont pas forcément les compétences, tu vois, des avocats, même des médecins. Et tout à l'heure tu disais que vous êtes 25, ça fait partie de l'investissement que d'investir dans le recrutement, ou toi qui es, si j'ai bien compris, très focus bootstrap organique, c'est déjà c'est déjà du bootstrap sur la deuxième entreprise? Un peu les deux. Écoute, on a atteint là le million d'ARR en 12 mois. Donc c'est-à-dire que... ARR, Alors ouais, pardon. Du coup, ARR c'est annuel recurring revenue. Donc c'est le revenu récurrent annuel. Et en fait, le calcul de l'ARR c'est 12 fois le dernier MRR. Donc on prend le dernier mensuel recurring revenu. Donc la somme des abonnements du mois précédent. Et tu fais x12. Ah, c'est pas lissé, c'est sur le dernier, c'est intéressant ça. Quand on fait le calcul de ARR, on prend le dernier, on fait x12. Oui, parce que du coup, c'est c'est une projection sur les 12 prochains projection mois. En avant. Minimum. Ok, donc là, vous venez sur le dernier mois, tu veux dire récemment? Ouais, récemment, on a atteint le million d'ARR. Donc c'est un gros step pour les SaaS, surtout qu'on n'a pas levé, donc c'est cool. Et donc maintenant, la question, c'est comment on fait pour passer de 1 à 10, quoi. Ouais, donc là, au bout de quelques années, tu as déjà une bonne partie de ton pari où tu es en train de te dire ok, on est sur les bonnes rails pour continuer d'avancer, quoi. Ouais, complètement. Après, il y a quand même je pense qu'il y a des steps dans un SaaS. De 0 à 1 c'est un gros step, après de 1 à 10 c'est un gros step, et puis après de 10 à 100. Donc le but ça va être de continuer à être efficace pour continuer dans cette route, quoi. Ok. Et puis maîtriser aussi ce qu'on appelle son churn, donc son taux de désabonnement. Ouais. Donc c'est pas tout d'avoir un SaaS qui fait de l'acquisition, mais c'est important d'avoir un SaaS où les clients sont satisfaits et ils restent. C'est quand même la base du SaaS. Le SaaS qui marche bien aujourd'hui, il a intérêt de maîtriser son churn, donc son taux de désabonnement, parce que sinon il va courir à travers ses désinscriptions. Ouais, et puis toi en plus c'était ton objectif principal que d'avoir du revenu récurrent. Complètement. Donc comment ça se passe sur ce sujet-là? Vous avez des strates en place, vous êtes satisfait? Ouais, la strate d'acquisition de revenus sur du SaaS par rapport à une strate d'acquisition de revenus sur une agence, ça n'a rien à voir. Surtout que nous, c'est des abonnements en moyenne à 65 € par mois. Donc on est sur des tout petits paniers. Quand Urcomics, on vend aux grands groupes sur des paniers, en moyen, je crois, c'est 7 ou 8 000 € la presta. Donc le cycle de vente n'est pas du tout le même. Il faut se réinventer complètement et vraiment oublier tout ce qu'on a fait avant pour penser à un truc beaucoup plus automatisé, quoi. Mais c'est marrant parce que tu pourrais dire, tu vois, par exemple, un mec qui travaille 10 ans dans le conseil, quand il va entreprendre, il se dit vas-y, je vais rester un peu dans ma zone de confort, je fais du conseil. Ouais. Et toi là, t'es quand même parti sur un tout nouveau métier en réalité, parce que complètement différent. Tu le dis comme ça, mais c'est quand même deux choses différentes justement. Là, tes cibles c'est plus du tout les mêmes, ton public, ton persona marketing c'est plus du tout le même. Et toi, tu te dis vas-y, c'est pas grave, je vais
dans l'autre sens et je retente complètement quoi. Carrément. Sachant qu'en plus moi j'ai joué le rôle, donc là on a recruté après, mais dans les deux boîtes j'ai joué le rôle au début de directeur commercial. C'est-à-dire de mettre en place les Facebook, les approches, etc. Et donc du coup j'ai mis en place l'approche très agence conseil et j'ai mis en place l'approche très SaaS et c'est opposé en fait, donc du coup mais moi c'est ce qui me tente en fait. Et c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu où mon père il a fait des business hyper différents toute sa vie, donc il a fait de l'import-export, après il avait des restos, après il avait une usine de tôle, après il avait des terrains de foot en salle, après vraiment des trucs qui n'ont rien à voir quoi. Et donc si tu veux, je grandis dans un milieu où tu as le droit en fait de changer complètement d'univers. Et il y a des trucs qui restent communs en fait à tous tes business, mais après tu t'adaptes et c'est. Qu'est-ce qui reste commun du coup? Alors, ce qui reste commun, c'est quand même la structuration, le recrutement, tout l'aspect finance et comptabilité. Et tu vois, même si c'est des méthodes de vote différentes, c'est les mêmes sujets qui reviennent. C'est la découverte, c'est voilà, être bien cerner le besoin du client, répondre à un vrai enjeu, mesurer les KPI de ce que tu fais. Tu vois, il y a quand même pas mal de process finalement où c'est la même chose, mais la façon de vendre est différente. Ouais, un truc qui revient un peu chez toi, je trouve, c'est le côté un peu aventure et jeu. J'ai l'impression que tu as envie de t'amuser, tu as envie d'apprendre et de faire des nouvelles choses à chaque fois, quoi. Ça, c'est clair. Et demain, tu vois, je peux faire s'il faut, on se croise dans 5 ans et je vends du vin, tu vois. C'est tout à fait possible. Ça me tente très bien, ça d'ailleurs. Mais du coup, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment découvrir, tu vois. Je lis pas mal, je regarde pas mal de trucs. Et j'aime bien découvrir de nouveaux sujets et me lancer à fond dans ce sujet-là. Et toujours avec une optique, en tout cas pour l'instant, de faire plus à chaque fois, d'être dans plus en termes de taille, d'enjeu, d'impact. De dépasser en fait. Me dépasser tout le temps, complètement. Nous on aime bien poser des questions cartes sur table, tu vois, on joue aux cartes sur table et une des questions qu'on a c'est est-ce que toi tu as eu un conseil qui a changé la direction de ta boîte ou qui a changé, qui a eu un impact énorme sur ton entreprise? Écoute, on a 2 personnes, on a constitué un board de conseillers, donc des gens qui nous suivent, qu'on voit régulièrement et qui nous conseillent. Donc il y a Jérôme Vallat qui est un super entrepreneur qui avait monté une boîte où c'était 1500 je crois dans la boîte. Et il y a Marc Fournier qui est le directeur de Serena Capital, donc un gros fonds d'investissement parisien. Et on a eu pas mal de conseils de la part des deux. Et je sais que Marc nous pousse quand même pas mal à pas se mettre de limites, à pas penser trop petit. Lui, il avait beaucoup de grosses boîtes passées et il nous pousse justement à nous dire en fait, c'est bien ce que vous avez fait, mais vous avez la capacité de faire beaucoup mieux. Et moi, je vois des gens passer qui sont pas meilleurs que vous et qui font des choses énormes. Donc en fait, tu vois, pas se restreindre, parce que je pense que des fois, tu te restreins, tu penses que tu fais partie d'une certaine case et que c'est déjà très bien. Et eux, en fait, ils te poussent à te dire, non, mais en fait, tu peux faire beaucoup plus. Et c'est marrant parce que tu vois, c'est un peu ce que je t'ai dit au début, quand tu m'as dit 4 millions, tu vois, quand t'es pas entrepreneur ou jeune entrepreneur, c'est énorme, tu vois. Et non, en fait, toi, tu regardes déjà bien plus haut. Et en fait, c'est peut-être Marc aussi qui t'a un peu poussé, mais hyper intéressant. Moi, ça me paraît tout petit. Pour être là, par exemple, ça fait 1 an, donc c'est bien, mais on fait 1 million derrière, ça me paraît tout petit. C'est génial parce que je pense qu'en fait, une fois que tu as plus ces limites-là, tu vas plus vite, tu rêves plus loin. Ouais, carrément. Puis tu fais des choix qui sont quand même un peu plus ambitieux. Et donc, du coup, t'as pas peur. Et soit ça paye pas, mais au moins t'essayes, quoi. Et comment est-ce que vous avez constitué ce board en règle générale? C'est quoi le système de collaboration? Ils ont une part? Comment ça fonctionne? Nous, du coup, c'est un board de conseillers, donc on les rémunère au conseil. Et après on a constitué on a essayé, donc au début quand on a constitué notre board il y avait 3 personnes, donc Jérôme, Marc et Jeff. Et on a essayé de prendre un profil très entrepreneur, un profil très financier et un profil très com, puisque Jeff était VP communication, donc vice-président communication de Disney. Donc très com, quoi. Et donc en fait d'avoir un board de conseillers qui peut répondre un peu à tous les sujets que nous on peut avoir, quoi. D'accord. Et c'est une rémunération au conseil, c'est un fee mensuel? Là ce qu'on a fait c'est un truc annuel, un forfait annuel avec un nombre de réunions défini. Voilà. Après c'est des gens qui ont hyper bien réussi
qui font pas ça pour l'argent, donc on parle pas forcément de grosses sommes. Mais moi j'ai insisté, et eux étaient d'ailleurs d'accord avec ça, pour les rémunérer, parce que du coup tu es beaucoup plus à l'aise à leur poser des questions, à solliciter leur mise en relation, leur carnet d'adresse, etc. Parce que tu sais que ça s'inscrit dans une relation commerciale cadrée. Même si on est hyper proches et qui sont extraordinaires, mais au moins tu es beaucoup plus à l'aise en fait. Ok. Et vous les avez depuis le départ ou vous les avez pris pour la deuxième On les a pris un peu avant, on les a pris au moment où on commençait à regarder la croissance externe. Donc un peu avant la croissance externe. Donc on était déjà dans une optique de comment aller plus vite, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est entouré. Ok, parce que tu vois, avec Dorian, donc Chiaverla, que tu connais, on a pas mal parlé du fait de s'entourer et d'avoir des conseillers. Et c'est un truc qui revient tout le temps. Et j'ai l'impression que les bons entrepreneurs, ils n'ont pas peur justement de bien s'entourer, de poser tes questions. Ouais, carrément. Et puis pareil, là, je fais partie d'un club, comme je le disais tout à l'heure, d'un club Bootstrap, donc un Bootstrap Club. C'est un club où il y a les critères, il faut faire 2 millions de chiffre d'affaires, avoir au moins 20 personnes et ne pas avoir levé de fonds. Donc tu as pas mal de boîtes sympas qui sont dans le club et c'est hyper riche parce qu'en fait tu échanges en permanence avec des entrepreneurs qui ont les mêmes sujets que toi et ça te fait prendre beaucoup de recul, ça te fait voir les choses de façon hyper différente. Des fois ça te permet d'aller beaucoup plus loin parce que tu te dis ah ouais mais finalement peut-être que je sacralisais un peu trop le truc. Ouais. Tu vois, ne serait-ce que ça, des fois tu parles à des gens, ils te disent ah j'ai fait comme ça, et puis ça a marché, puis l'autre il dit ah ben moi j'ai fait pareil, l'autre il dit ah fait pareil, alors que toi tu voyais le truc comme impossible, et ça te désacralise et tu te dis mais en fait peut-être que tu vois, peut-être que j'ai le droit d'aller voir ce mec là pour lui proposer un partenariat. Alors qu'avant tu disais ouais il va même pas m'ouvrir la porte quoi. Et en fait t'as des mecs, tu déjeunes avec eux, ils disent ben moi je suis allé voir lui. Ah bon mais t'es allé voir comment? Ben je lui ai fait un message LinkedIn. Ah ouais, peut-être que je peux lui faire un message LinkedIn en fait, tu vois. Ouais, c'est génial. De toute façon, tu es le produit de ton environnement. Donc, plus tu vois des personnes qui sont ce que toi tu as envie de ou qui font les choses que tu as envie de faire, puis derrière, tu t'enlèves un peu des barrières mentales, j'imagine. J'essaye aussi de toujours faire en sorte d'être avec des gens qui me tirent vers le haut. Tu vois, on dit souvent si tu es dans une salle et que tu es le meilleur, entre guillemets, t'es pas à la bonne place, quoi. Moi, j'aime bien avoir des gens qui te challenge un peu, quoi. C'est marrant parce que. Moi, je fais un peu une thèse de l'entrepreneuriat à travers ce podcast aussi, tu vois. Et tu vois, il y a un truc que j'ai remarqué, je trouve, souvent les entrepreneurs qui semblent avoir du succès, c'est des gens très humbles. Tu vois, qui n'ont pas peur de poser des questions, qui n'ont pas peur justement d'être comme tu disais, le moins fort de la pièce. Et ça, c'est un truc qui ressort pas mal chez toi, justement. Ouais, pour moi, c'est essentiel. Et pour moi, en fait, le plus essentiel dans l'entrepreneuriat, c'est la capacité à se remettre en question. Et moi, j'adore le doute. En fait, je déteste la certitude. Je trouve que c'est hyper risqué de se fermer sur quelque chose et qu'il faut sans cesse challenger et sans cesse vouloir aller plus loin. Et pareil, il y a des trucs, par exemple, moi si tu me dis on change pas une équipe qui gagne, je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, l'équipe elle doit se revoir parce que l'équipe elle gagne, mais sauf que si toi tu changes pas, les autres ils évoluent, ils se renforcent et demain tu gagnes plus en fait. Donc tu dois être en perpétuelle remise en question, quoi, rester en mouvement. Toujours en mouvement et toujours chercher d'être meilleur, tu vois, que les autres, meilleur que toi-même. Et ça c'est vraiment un rythme à prendre en fait. C'est marrant parce que c'est une punchline de je crois de Brad Pitt dans un film de zombies. Pour rester en vie, il faut rester en mouvement. Mais en fait, elle fonctionne sur l'entrepreneuriat. Et on a une autre, on a des enfants dans la salle, mais ils sont très sympas quand même, malgré tout. On a une autre rubrique qui est les dessous de table. En fait, les dessous de table, tu sais, c'est une expression qui vient du 19e siècle. C'est chez les notaires, tu vois, ils avaient un tiroir sous la table. Et en fait, quand ils déjeunaient, ils pouvaient s'envoyer des enveloppes ou des documents sous la table. Ça ne m'étonne pas, ça, tu vois. Donc, en fait, la question de dessous de table, c'est est-ce que toi, tu as déjà t'as déjà faké un peu un truc pour vendre, t'as déjà un peu, tu vois, travesti un peu la vérité, donc on veut pas savoir si t'es un menteur, mais qu'est-ce que t'as déjà fait, tu vois, pour accélérer un peu les choses, tu vois, un peu en mode dessous de table, t'es dit bon, faut que je tente le tout pour le tout. Ouais, carrément. Alors bon, j'ai jamais fait de trucs bizarres, genre pas dans le mode pas légal, tu vois, on a toujours été propre. Après, il y a des fois, surtout au début notamment New York Comics, en fait, nous on vendait aux grands groupes et tu as des besoins de crédibilité en fait. C'est dur d'arriver, moi j'avais 22, 23 ans à l'époque, c'est dur d'arriver devant notre premier client, c'est Intel. C'est dur d'arriver devant Intel et de dire, ben voilà, tu vois, on y va quoi. Et donc du coup,
pour la petite anecdote, donc ce qu'on fait, on dit on peut pas aller, on a le rendez-vous avec eux, on dit on peut pas arriver au rendez-vous sans avoir aucune référence. On me dire mais d'où tu sors quoi. Donc en fait on appelle des amis dans des grands groupes qu'on avait, on leur dit écoutez je peux vous faire un projet. Ils disent ouais mais non on n'a pas les budgets et tout, et du coup on leur a dit on vous le fait gratuitement. Et donc on a fait des projets gratuitement juste pour rajouter des noms sur nos références, et quand on allait voir Intel on a dit on a déjà travaillé avec un tel, sauf que c'était du bénévolat, donc c'était pas difficile à avoir. Moi ce qui est pas mal déjà parce que t'as quand même eu le contact, t'as quand même fait le produit, donc c'est pas très sale quoi. T'avais des produits à montrer, et après Intel nous dit bon très bien, il dit ok c'est ok pour bosser avec vous. Et du coup, ils nous disent go, envoyez-moi la facture d'acompte. On envoie une facture d'acompte, et à l'époque, on avait commencé en auto-entrepreneur pour pas que ça soit trop lourd pour monter la boîte. On s'est dit, on se met en statut auto-entrepreneur, on facture comme ça, et quand on a dépassé les plafonds, on monte la boîte. Donc, on fait une facture d'auto-entrepreneur, et la dame nous appelle en disant, je comprends pas, j'ai une facture d'auto-entrepreneur, nous on travaille pas avec des auto-entrepreneurs. Donc, c'est désolé, pour nous c'était un projet énorme, en plus désolé, mais ça peut pas passer. Et donc nous on a dit non mais attends, c'est une erreur du comptable, il a dû envoyer notre ancienne facture, je t'envoie une facture de société. Énorme. Et là du coup j'appelle la comptable et je lui dis écoute, on a 4 jours, 5 jours maximum pour créer la boîte. On est obligé de la créer. C'est long en plus, parce que moi je m'étais un peu renseigné pour créer la SASU. 4 jours c'est serré pour 4 le jours, comptable. Serré. Non, normalement il faut 1 mois quoi. Ouais. Et donc je lui dis écoute, fais comme tu veux, mais il me dit on n'a même pas les statuts. J'ai dit attends, j'ai écrit cette nuit. On passe la nuit avec mon associé à écrire des statuts, on lui envoie. Le destin. Elle va au tribunal de commerce, elle se met devant à 8h du mat pour déposer des trucs. Truc de fou, elle arrive à le faire en quelques jours. Et du coup, je rappelle la cliente qui va à 8h du matin pile. Et du coup, on réécrit à la cliente en leur disant voilà, c'est bon, c'était une erreur de la comptable, voilà la facture quelques jours après quoi. Mais du coup, c'est passé. C'est passé. Ok, très bonne histoire. Et donc pour finir l'anecdote quand même, donc la facture, le problème c'est qu'au moment où j'envoie la facture, je dis merde, la facture, t'es obligé d'avoir une numérotation de facture. Et donc je commence à faire la facture, il écrit facture 1. J'ai dit merde, quand on va envoyer facture 1, on va prendre pour des cons. Et donc j'appelle la comptable et je lui dis est-ce qu'on est obligé de commencer par la facture 1 ? Et elle me dit t'es obligé d'avoir un numéro de facture qui se suit, une chronologie. Une chronologie d'accord, mais on est obligé de commencer par la 1 ? Elle dit non, pas forcément. Je lui dis mais dans ce cas-là on fait la facture 301. Et notre première facture c'est la 301, la deuxième c'est la 302. Incroyable, c'est génial cette histoire. Et Intel ils ont vu que du feu. Ouais, écoute, ils ont vu la facture 301 et ils ont réglé et ça a roulé. Et le projet s'est super bien passé. Trop bien, magnifique. Hyper marrante cette anecdote, trop bien. On est sur la dernière rubrique qui s'appelle les pieds sous la table. Quand il y a un moment où c'est peut-être un peu trop, toi c'est quoi le truc qui te permet un peu de prendre du recul et de te détendre? Écoute, pas mal de sport. Jouer un peu au foot, ça fait quand même du bien, je trouve que tu respires bien. Après, moi j'aime bien, je viens de la campagne et j'ai plein d'amis de milieux hyper différents. Et j'aime bien justement, tu vois, passer du temps avec des gens qui n'ont rien à voir avec juste faire l'apéro avec mes potes d'enfance qui sont, tu vois, dans des métiers qui n'ont rien à voir et qui comprennent rien à ce que je fais. Ça te permet de déconnecter vachement en fait et de repartir sur des choses un peu essentielles. Et de toute façon tu peux pas parler tu parles rapidement, ça se passe, ouais c'est bien, puis ça s'arrête presque là quoi, tu vois, parce qu'après de toute façon on est dans des univers trop loin, donc donc ça fait du bien. Trop bien. Ouais, je vois. Justement, on en parlait avec un autre invité, Emmanuel, que parfois, quand tu essaies de discuter de tes sujets d'entrepreneur avec des copains qui sont pas dedans, ça peut être compliqué. Ouais. Mais dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est que par contre, pour déconnecter, c'est top. Parce que du coup, tu vas au bistrot, voilà, t'es cool. Quoi. Bon, bah trop bien, on arrive à la fin de l'interview. Avant ça, on a 2 dernières questions à te poser. Première, bon là on a mangé chez Dadou, on s'est régalé. Toi sur Paris, est-ce que tu as une adresse que tu nous recommandes pour aller déjeuner? Ouais, je savais que tu allais me poser cette question du coup. J'avais vu dans les anciens podcasts. Moi j'aime bien aller chez Plume dans le 2e arrondissement. Ok. C'est vraiment pas mal. C'est bien Plume. Ce qui est sympa c'est que surtout l'été, tu as un rooftop en fait qui s'appelle Roof, je crois, juste au-dessus. Donc c'est pas mal, tu fais l'apéro au rooftop et après tu manges juste en bas. Très sympa.
Trop bien, bah écoute, on note l'adresse. Et est-ce que tu as une personne que tu nous recommandes d'inviter? Ça peut être que tu connais pas, entrepreneur, tout ce que tu veux. Ouais, carrément, je pense à Pierre Leroux, qui est un ami, qui est le fondateur de Lemon Learning, qui est un SaaS qui permet d'aider l'adoption au logiciel. Et assez particulier parce qu'ils font 4 ou 5 millions d'ARR, mais surtout il est en bootstrap. Il a 100% du capital, il a monté ça tout seul. Donc c'est assez dingue. C'est assez dingue dans les SaaS d'aller CEO tout seul à 100%. Il a bien ramé, il s'est bien débrouillé. Donc génial. Je peux te faire une intro. Bah avec plaisir, trop bien. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi.